Bonsoir. Bonsoir, il est 19 h. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Angélique, tu procèdes à l'appel, s'il te plaît? Bonsoir. Anne Jouanjean. Moi-même présente. Roland Januel. Procuration à Monsieur Philippe Chaland. Ahussitac. Christophe Pochon. Anouk Deschamps. Ludovic Lafay. Présent. Laure Chazelle. Pierre-Jean Rochette, procuration à Anne Jouanjean. Stéphane Pupier, procuration à moi-même. Géraldine Chazelle. Présent. Robert Rogef, procuration à Christophe Pochon. Véronique Chapeau. Présent. Philippe Chaland. Monique Goutte. Aimé Pradel. Présent. Noélie Descombes. Christophe Combe. Clément Gaumont. Benoît Cellier, procuration à Monsieur Enjolras Geoffrey. Valérie Charles. Mathieu Manval. Monsieur Geoffrey Enjolras. Merci. Donc, 17 présents, 5 représentés, 1 absent. Donc, je constate que le quorum est atteint et que le conseil municipal peut donc délibérer. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Allez, Ludo, aujourd'hui, pour la dernière de 2024, tu seras secrétaire de séance. Ouais, moi aussi. Le procès-verbal, y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance précédente? Non? On peut le mettre au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Ok. Donc, on va aborder l'ordre du jour, mais avant de commencer le conseil, nous avons eu ce matin des informations de dernière minute sur le budget de la commune. Donc, sur le point 1, la DM6, il y a quelques modifications. Je vous propose on vous a imprimé les modifications que nous avons reçues ce matin et Noélie vous expliquera les informations qui nous sont arrivées ce matin. Je vous laisse distribuer, c'est bien tout le même document, oui, à l'ensemble des conseillers. Et le premier point est pour Noélie. Noélie. Alors, premier point pour l'ADM, suite au transfert de l'eau à Loire-Forêt, on doit passer les écritures suivantes. Donc, on doit transférer en pleine propriété le montant de 1 749 037,83 €, qui comprend en fait les emprunts et les subventions qui étaient alloués à l'époque pour l'eau à la commune. Et nous devons aussi transférer des résultats de l'ancien budget de l'eau qui a été recalculé. Donc il y a une moitié pour cette année et l'autre qui sera pour 2025 pour un montant de 39 478,13 €. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Donc, voter à l'unanimité. Point suivant, c'est toujours pour toi, Noélie. Donc, oui. C'est l'ADM où il y a eu les modifications. C'est ça. Donc, cette DM, en fait, concerne les dépassements de crédit. Donc, il nous convient de modifier le budget qui avait été voté pour 2024. Donc, il y a la partie énergie-électricité pour 13 000 €. La partie chauffage pour 12 500 €, la partie entretien-réparation pour 8 800 €, les titres annulés sur exercice antérieur pour 3 360 €, ce qui fait un montant total de 37 660 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce dépassement? On passe au vote. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Donc, voter à l'unanimité. Merci, Noélie. Point 3, achat d'un bien immobilier situé au 50 rue de Clermont, avec une seconde entrée, 2 rue du 11 novembre, à Madame Barja Corinne, société Véronique Fleur.
Donc, sur cet immeuble, nous sommes déjà propriétaires des étages. Il nous restait à faire l'acquisition du rez-de-chaussée. Au dernier conseil municipal, nous avions une délibération sur la vente de l'immeuble 2 rue à Madame Barja. Et l'idée, c'était de faire un échange entre le rez-de-chaussée où elle avait avant son magasin, et puis celui où elle était maintenant, bon, si ce n'est que dans l'échange, elle a souhaité acheter le bâtiment complet sur l'immeuble 2 rue. Donc, cet achat va nous permettre d'être propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, et puis ça nous permettra de travailler sur la restructuration de la ville. Y a-t-il des questions? Oui? Oui, c'était simplement, est-ce qu'on peut avoir des précisions à l'heure actuelle sur le projet par là-bas? Pour l'instant, on est juste dans la phase d'acquisition des immeubles. Il faut qu'on continue de travailler sur l'élaboration du projet pour pouvoir le présenter aux ABF, puisqu'on est dans une zone où nous avons les ABF. Donc on est en train de... Maintenant que nous sommes propriétaires, nous allons pouvoir continuer de travailler sur le projet. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Alors, point suivant, point 4, vote d'une convention avec l'OGEC. Noélie. Donc, dans le cadre du Code de l'éducation, il prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous des contrats d'association sont prises en charge par la commune dans les mêmes conditions que celles des classes de l'enseignement public. Donc, la commune de Boin se doit de participer aux frais de fonctionnement de l'école des Tilleuls. Donc, une convention va être signée et elle contient, suivant le nombre d'élèves, donc il y a 70 élèves à l'école privée des Tilleuls, il est proposé donc un montant de subvention pour un montant de 24 760 €, soit 353,71 € par élève. Et sachant qu'il est demandé par l'OGEC qu'une avance soit faite de 10 000 € au mois de janvier 2025. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce... Oui. Alors, j'en aurais plusieurs. Une première sur les 70 élèves qui sont mentionnés. Est-ce qu'ils sont tous de la commune de Boin? Et sinon, est-ce qu'on demande bien aux mairies d'où ils sont originaires de nous reverser cette somme-là? Ou pas? Ensuite, enfin, déjà peut-être ça. Ça, je ne sais pas si les élèves ils sont tous de Bois, je dirais non. Par défaut que non, hein, de toute façon. Et après, je ne pense pas qu'on demande un reversement des autres communes si les élèves ne font pas partie de... Le reversement, il est bien de droit si on le demande, on est d'accord, hein? Oui. Et on fait le choix de ne pas le demander. Oui. On le demande pas. On ne l'a pas demandé, en fait, effectivement, mais oui, il n'y a pas que des élèves de Boin. D'accord. Et est-ce que pour l'année suivante, on pourrait le demander ou pas? Parce que financer l'enseignement catholique, si nos élèves de la commune, on est obligés, les élèves des autres communes, on n'est pas obligés. Donc c'est une vraie question, enfin, que je me pose en tout cas, ça. Je ne sais pas si la loi a changé, mais à l'époque, c'était pas de droit de faire payer la commune d'origine si la commune d'origine proposait des infrastructures équivalentes. C'est-à-dire qu'une commune qui aurait une école publique et les gens ne mettent pas leurs enfants pour X ou Y raisons, qui peuvent être des raisons purement professionnelles aussi, comme ça a été mon cas, dans ce cas-là, on peut pas, la commune de résidence est pas obligée de verser le forfait communal. N'était pas. Je ne sais pas, je suis pas au fait de la loi aujourd'hui. Connaissance, elle n'a pas changé hein, là-dessus. C'était juste, est-ce qu'on pourrait avoir du coup le détail, savoir s'il y a des élèves pour qui on pourrait le demander? Comme je me doute qu'on va vers des décisions budgétaires qui vont être assez dures à prendre dans les mois qui viennent, vu ce qui s'annonce, laisser une subvention
à l'enseignement catholique alors qu'on pourrait la récupérer, c'est une vraie question. Voilà. C'est pour ça que je me permettais... On vous donnera... Pour votre information, je le redis chaque année parce que chaque année on revote la même subvention. En fait, c'était un montant qui avait été à l'époque négocié avec Monsieur Moulier parce que il jugeait, et moi à l'époque je m'occupais de l'OGEC, il jugeait que c'était excessivement compliqué de faire un tri entre les enfants. On s'était mis d'accord sur une somme qui est la somme que vous voyez là, qui est la même et qui n'a pas changé depuis, laissez-moi calculer, ça fait plus de 15 ans en fait. Voilà. Mais c'est juste un complément d'information. D'autres questions sur ce sujet-là? Dans la note de synthèse qu'on a reçue, il y avait marqué que l'OGEC des Tilleuls invitera le représentant de la communauté désigné par le conseil municipal. On s'était dit que c'était bien qu'il y ait 2 représentants, un de la majorité, un de l'opposition. Toujours pareil, par question de transparence, toutes ces questions que je pose là, si on avait été convié, j'aurais les réponses en tant que membre de l'opposition. Donc, est-ce que c'est possible de le modifier? Est-ce que c'est possible de convier justement à l'AG, c'est pas l'AG, c'est au conseil d'administration de l'OGEC? C'est pas nous qui décidons. Non, mais justement, dans la convention, quand on signe la convention, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la convention. Donc, je crois que c'est dans les statuts de l'OGEC qui prévoit les membres du conseil d'administration en fait. Et il doit y avoir de mentionner un membre du conseil municipal. Je ne pense pas que nous, on ait la latitude de le faire. Après, on peut leur poser la question. Ça, on peut demander, mais je crois que c'est dans les statuts, en fait. Il me semble. Hein. Ouais. C'est bon. Surtout que le vote est juste consultatif. C'est pas un vote... a priori, on n'est pas membre de droit de ce conseil d'administration. Et j'avais une autre question sur l'avance de 10 000 euros. Moi, je trouve que 10 000 euros sur les 24 000, ça fait presque la moitié. C'est beaucoup, je trouve. En termes de trésorerie, ils ont peut-être un besoin, mais on n'est pas les seuls financeurs. Donc, d'où sort ce chiffre de 10 000 euros? Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'engager, par exemple, sur un quart du montant total, comme on fera un peu plus tard, pour s'engager sur un quart des dépenses de l'année qui suit au niveau budgétaire? Donc, que la municipalité... les fonds de la municipalité servent à la trésorerie de l'enseignement catholique. Pareil, la loi nous oblige à le financer, c'est la loi. Par contre, elle ne nous oblige pas à lui faire une avance de trésorerie. Donc c'est une vraie question. Ça, est-ce que moi, je suis pas... A priori, je ne serais pas contre faire une avance de trésorerie, mais on n'est pas seul financeur. Est-ce qu'à hauteur de 10 000 euros, c'est quelque chose qui est... Moi, je trouve que c'est beaucoup. Déjà, un quart de toute la subvention de l'année serait déjà bien. Est-ce que c'est eux qui imposent ça dans leur convention ou est-ce que c'est nous qui sommes décisionnaires? C'est pas une imposition, c'est une demande. En fait, encore une fois, je parle d'un truc que je connaissais à l'époque. Je suppose que ça n'a pas beaucoup changé. La plus grosse dépense de fonctionnement de l'école des Tilleuls, à l'époque, c'était le chauffage. C'est un bâtiment qui est très peu isolé. Et ils demandaient des contributions familiales qui n'étaient pas énormes par rapport à ce qui est pratiqué dans certaines autres écoles, pour que justement laisser le choix à tous, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, cette avance qui était faite de 10 000 euros par la commune, ça rendait bien service pour payer le chauffage pendant les mois d'hiver. Voilà. Vous avez l'air de connaître le dossier. Est-ce que on n'est pas seul financeur? Est-ce que c'est pas le diocèse qui pourrait s'engager pour faire une avance de trésorerie? Parce que pour le coup, il y a... prendre un peu sur le denier du culte. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le diocèse, le diocèse a toujours dit qu'ils n'avaient pas de sous. Et en l'occurrence, cette école, je dirais qu'elle reste ouverte. Alors ça n'engage que moi, ce que je dis, malgré eux. Voilà, donc ils sont pas extrêmement coopératifs au niveau financier pour dicter ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Là, oui. Par contre, n'allez pas demander d'argent parce que ils en ont pas, quoi. Hein. Donc, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Hein.
Voilà. Juste, moi, je vais retourner une autre question, parce qu'en fait, là, on polémique pour 5 000 € de trésorerie qu'on va décaler de 6 mois. Est-ce que aujourd'hui, l'enjeu, donc à savoir ces 5 000 € sur 6 mois, là, ça vaut le coup de mettre en difficulté l'école privée? C'est aussi la question à se poser. Hein. L'idée, c'était aussi de mettre le diocèse face à sa responsabilité. Hein. Pour le coup, c'est pas à la aux collectivités territoriales d'assumer les choix de politique du diocèse. Là-dessus, c'est une vraie question. Hein. Je n'ai pas de réponse absolue, mais je pense que c'est aussi bien de mettre le diocèse face à ses responsabilités. Qu'on se retrouve dans une situation où faille entamer des négociations avec eux pour une réorganisation à long terme du truc, pourquoi pas? Moi je veux bien, hein, c'est pas le souci. Mais là on parle de quelque chose qui va avoir lieu tout de suite. Si vous êtes prêt à assumer le fait que potentiellement ils vont avoir des problèmes de trésorerie et que les gamins ils seront pas chauffés pendant 2 mois parce qu'il va leur manquer 5 000 balles, libre à vous, mais moi je l'assumerai pas. Hein. Les 1/4, ça faisait 6 190 €. Ça baissait de 3 810 €. Donc ça me paraissait c'était juste que ça me paraissait plus raisonnable. Comme plus tard, on s'engagera sur 1/4 du budget de l'année 2025, ça me paraissait plutôt cohérent de s'engager sur 1/4 des dépenses prévues pour ça. Ensuite, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est intéressant à avoir comme discussion et que ça remonte aux oreilles du diocèse? On vient d'avoir un exemple là qui nous dit que le diocèse, il est pas tout clean dans cette affaire-là. Donc c'est pas qu'ils sont pas tout clean, c'est que il y a énormément d'écoles, de petites écoles, notamment les petites écoles privées, qui sont en difficulté financière. Et en fait, le diocèse part du principe, et ils ont certainement pas tort, que s'ils commencent à en aider une, et ils l'ont aidé, l'école de Boin, quand même un peu, hein, à une époque, et ben, il va falloir qu'ils les aident toutes. Et l'Église en elle-même, si à Rome on est riche, en France ils ne le sont pas. Hein. Et voilà, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est pas il y a des fois, c'est pas qu'ils voudraient pas, mais ils peuvent pas. Voilà, parce que des écoles privées, comme je vous disais, en difficulté dans la Loire, quand on allait aux réunions de tous les OGEC, on entendait plutôt parler de ça. Il y a des écoles qui vont très bien, hein, qui se portent très bien. C'est plus les petites écoles comme celle de Boin où il leur faudrait, pour aller bien, il leur faudrait 30 élèves de plus, quoi. Voilà, pour qu'ils arrivent à équilibrer leur budget. Si on fait comme vous proposez, ils seront toujours contents de prendre la somme qu'on va leur donner. Seulement, ça va leur générer des frais de découvert en banque qui vont les mettre encore plus en difficulté. Voilà, c'est ça la responsabilité qu'on prend. Hein. Oui, j'entends bien que ça peut leur générer des frais, mais encore une fois, est-ce que l'argent qu'on donne à l'école, à l'enseignement catholique, c'est de l'argent qu'on ne donne pas à l'école de la République. Il faut toujours avoir ça en tête, c'est un système de vase communicant. Hein, mais c'est tellement un vase communicant que si tous les élèves de Boin qui sont à l'école privée venaient à l'école publique, ça nous générerait, nous, des coûts beaucoup plus importants parce que les bâtiments ne sont pas forcément adaptés pour recevoir la cantine, les bâtiments de l'école. Alors c'est un petit peu moins vrai au niveau des bâtiments de l'école aujourd'hui puisqu'on a des classes qui sont vides, mais au niveau de la cantine, ça voudrait dire faire un agrandissement. On fait comment pour faire un agrandissement de la cantine? Il n'y a pas la place. Donc ça générerait pour la commune des frais qui seraient bien plus importants que les 24 000 € qu'on donne à l'enseignement catholique aujourd'hui. Hein. Un excellent argument pour pouvoir entamer des travaux de rénovation ou de construction. Ça. On en sort des travaux de rénovation. Mais des travaux de construction, d'agrandissement, justement. Ce sera un très bon argument. Que l'école de la République qui accueille tous les élèves et qui ne filtre pas les élèves... On n'aura pas tous les élèves. Non. En soi, l'école de la République, elle accueille tout le monde. Si on veut y aller, on y va. Sauf si vous habitez pas la commune. Exactement.
Sauf si on n'habite pas à la commune, en effet. Et moi, je peux vous dire que j'ai été bien contente à l'époque que mon fils puisse être accueilli à l'école de Boin. Voilà, il y a des gens qui vont à l'école privée, pas forcément par conviction religieuse, mais parce que ça, professionnellement, ça leur amène quelque chose. Toujours avoir en tête que ça reste une école d'enseignement catholique. Mais c'est pas neutre, c'est pas quelque chose non, qui mais est c'est neutre. pas. Mais on est. Mais le problème, c'est que on dit école privée. C'est pas une école privée, c'est une école confessionnelle. Donc le problème, c'est que les gens ont le droit de s'y inscrire. C'est pas le problème. C'est pas un problème. Par contre, est-ce que c'est à la collectivité de payer ce choix-là? Je suis pas sûr. Ça fait modifier les lois. Ah, mais le dernier qui a fait modifier la loi là-dessus, c'était le ministre de l'Éducation sous le gouvernement Juppé. Il s'appelle Monsieur François Bayrou, donc a priori. Mais je crois qu'il est occupé en ce moment. Et il se rappelle ce que ça lui a coûté aussi. Hein. Mais On passe au vote. Je viens de voir. On va procéder au vote du coup. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Une personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Pardon. Contre. Donc, 2 contre. 3 donc 3 contre. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Une abstention. Le point 5, Noélie, approbation des tarifs municipaux. Donc, du coup, les tarifs municipaux concernent les jardins ouvriers, le cimetière, la location du matériel communal, la facturation des prestations du personnel municipal, le château-musée, la voirie et les marchés hebdomadaires. Ce qu'il faut, enfin, vous avez tous su les tarifs. Ce qu'on peut résumer, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation à part la partie marché hebdomadaire qui a été un petit peu réévaluée. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui. Oui, on se demandait pourquoi ne pas mettre les étudiants et les retraités en tarif réduit, qu'ils n'apparaissent pas, sauf erreur. Pour le château du musée, pardon. Pour le château. Musée. Il y a déjà visite jeune public, ils ont un nom là, c'est Eh ben étudiants et ouais que ça peut-être apparaît, enfin si c'est étudiants et retraités quoi. Bon, on peut entrée réduite pour les 7-18 ans, donc oui sont... après pour au-dessus de 18 ans. Étudiants. Ah oui, pour étudiants et retraités, on se posait la question. C'est souvent chômeurs, RSA, c'est 18 ans, étudiants retraités. Et là, ils apparaissaient pas. Donc on se demandait si c'était un oubli ou si c'était volontaire. non, ça a toujours été mis comme ça en fait. Ouais, donc. Bon, je sais pas si c'est précisable. On regardera. C'est noté. Et deuxième question par rapport aux écoles. En fait, on se demandait pourquoi les écoles, c'était pas gratuit pour les écoles. On mobilise du personnel pendant la visite. Mais du coup, ça comprend les écoles de Boin. C'est pas gratuit pour les écoles. Quand l'école de Boin vient au musée, c'est pas gratuit. Visite libre. Enfin, les écoles, lycées, collèges. Ouais. Si c'est l'école catholique, ça nous permettra de récupérer une partie des 24 000 euros. Alors, ça, ok. Mais du reste Non. Donc la question quand l'école de Boin publique, du reste, vient au château, elle paye. Oui. Elle vient pas. Si, elle doit payer, mais j'ai un doute. C'est pour ça qu'elle vient pas, c'est la question. Si, ils viennent. Ils viennent. Ça fait partie ils du culturel comme elle peut faire ailleurs. Quoi. Mais du coup, est-ce que une sortie culturelle qu'elle peut faire ailleurs, par exemple à la Volerie de Marcy, je prends un exemple. Oui. C'est une sortie culturelle pour les élèves et c'est pas gratuit. Mais c'est pas notre commune. Pardon ? C'est pas notre commune. Oui, enfin, il y a une visite guidée, donc il y a quand même un Michel, un agent de la commune qui fait une visite. C'est sur son temps de travail. Bien sûr. Du coup, vu que comptablement la mairie est... Alors, si je peux me tromper, mais comptablement, ça
sort de la caisse de la mairie pour re-rentrer dans la caisse de la mairie. Et la seule chose qu'il y a, c'est que ça alimente la régie du château. Et c'est juste des écritures comptables, en fait, pour la mairie. Ça change rien du tout. Qu'on les fasse payer ou pas. À quelques écritures comptables près, du coup, qu'il faut bien faire. À que dalle, en fait. Du coup, c'est l'école qui fait l'avance de trésorerie, là. C'est ça. Et donc Là, on se demandait si ça pouvait être gratuit, quoi. Et financièrement, et voilà, ça peut être un engagement intéressant. C'était ça la question. La problématique qu'il y a, c'est que tu vas pas pouvoir faire... Ton micro. Tu vas pas pouvoir faire gratuit pour l'école de Boin. C'est que tu vas pas pouvoir... Si tu fais gratuit pour les écoles, ça sera pour toutes les écoles. Tu peux pas créer un tarif gratuit pour l'école de Boin. Légalement, ça n'existe pas. Principe d'égalité, ça ne marchera pas. D'autres questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? Donc, voter à l'unanimité. Point 6. Noélie. En attendant donc le vote du budget 2025, nous devons autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 1/4 des crédits ouverts de l'exercice précédent. Donc la somme maximale serait de 617 229 €, soit 1250 d'immobilisation incorporelle et 615 979 € d'immobilisation corporelle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Donc on va procéder au vote, pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? Voter à l'unanimité. Merci. Point suivant, modification des statuts de Loire-Forêt. La dernière révision des statuts de Loire-Forêt, c'était en juillet 2017 lors d'un conseil communautaire. Depuis, des changements sont intervenus, ce qui nécessite une nouvelle procédure de modification statutaire. C'est passé au vote du conseil communautaire du 17 décembre dernier. Un certain nombre de points ont été listés, je ne vais pas vous les relire, et on doit le passer, nous. Le conseil municipal dispose de 3 mois pour donner son avis sur ces modifications statutaires. L'objectif, après le passage en conseil communautaire, c'est que la moitié des communes qui représentent les 2/3 du territoire puissent le présenter en conseil municipal, d'où ce point ce soir. Avez-vous des questions ? Eh bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Point suivant pour toi, Angélique, création du Conseil municipal des jeunes. Oui, donc nous avons décidé de renouveler, du coup, de reconduire le CMJ. En fait, on va recréer le CMJ, ça faisait un petit moment qu'il n'était plus d'actualité. Donc, c'est Conseil municipal des jeunes. Donc, du coup, ça permettra à nos jeunes de participer à la vie active de la commune. Donc, ce sera un lieu d'échange sur des sujets concernant la commune, également la possibilité de donner des idées sur des projets qui leur tiennent à cœur. Et ça pourra permettre de relever des problèmes rencontrés sur la commune et surtout, en fait, leur donner la possibilité, du coup, de participer aux commémorations, donc du coup, sur la commune. Et je pense que ça leur permettra vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment la place, c'est une place importante pour nos jeunes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a laissé cette possibilité de recréer le CMJ. Donc en fait, on aura 12 membres sur le conseil. Donc ça sera 4 élèves de CM1, 4 élèves de CM2 et 4 élèves de 6e, pour un mandat d'une durée de 2 ans pour les CM et d'1 an pour les 6e. Les élections vont se dérouler le 24 janvier. Du coup, et après, ça sera mise en place. Et il y aura un règlement qui a été établi. Et du coup, il y aura quelques réunions faites avec des animateurs et des élus concernés. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Alors, j'avais une question. Alors déjà, c'est une très très bonne idée.
de relancer ça. Et la question que j'avais, c'est quand je vois CM1, CM2, 6e, je me dis que c'est en lien avec les programmes de cycle 3 sur l'enseignement moral et physique. Tout à fait. Et est-ce que du coup c'est prévu d'intégrer les enseignants des écoles et du collège dans le dispositif? Alors, c'est déjà fait, on a rencontré le proviseur et le directeur, et on a fait une présentation dans les classes avec les enseignants qui sont avec nous et très heureux que le CMJ revienne sur Boin. Et les élèves très contents aussi. Donc les dossiers sont à récupérer en fait au niveau de la mairie et au niveau du site de la mairie, et ils seront à donner, les dossiers seront jusqu'au 10 janvier à déposer en mairie. Voilà. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'il est possible d'y participer? Qu'il y ait quelqu'un qu'on soit convié je dirais ils auront des séances de travail et puis après on fera des commissions où il y aura la majorité et l'opposition, oui, quand on fera des commissions. Tout à fait. Merci. D'autres questions? Non. Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité sur ce point 8. Point 9. Donc nous avons eu 2 démissions. Nous en avons parlé lors du précédent conseil municipal, M. Frondas et Mme Chambon. Et nous devons aujourd'hui remplacer les 2 absents de la commission urbanisme. Pour remplacer M. Frondas, eh bien moi je propose Angélique Besson. Pour remplacer Mme Chambon, vous avez proposé qui? Moi. Ok. Donc, Clément Gaumont. Alors, pour le vote, lorsqu'il y a une seule candidature par siège, on a possibilité de le faire à main levée. On l'avait fait au début du mandat, on l'avait fait par vote. Est-ce que ça vous va si on le fait à main levée aujourd'hui? Donc, pour installer Angélique Besson à la commission urbanisme, qui vote contre? Qui vote contre? Non. Qui s'abstient? Unanimité. Pour Clément Gaumont, pour remplacer Mireille Chambon, qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, une unanimité pour l'installation de ces 2 personnes. Point 10, à toi Géraldine, adhésion au service protection sociale complémentaire. Pardon. Il y avait les postes disponibles sur les autres commissions. Oui, ça sera pour le prochain... Ah d'accord, on ne le fait pas dans celui-là. C'était dans la note de synthèse, c'est pour ça. Ah, il me semblait qu'on devait le faire la prochaine fois. Je vous rappelle ensuite que lors des créations, oui, Madame le maire propose aux responsables de l'opposition de réfléchir à d'éventuelles candidatures afin de pourvoir. Le vote aura lieu lors du premier conseil de 2025. Mais c'était pour faire acte de candidature, justement. Voilà. Excusez-moi, je suis allée un peu vite. Donc sur la commission finance, il reste un siège pour la liste de Monsieur Gaumont. Donc vous avez une proposition à nous faire sur la commission finance. Monsieur Gaumont, un siège sur la commission affaires scolaires et sur la commission sécurité, un siège pour la liste de Monsieur Gaumont et un siège pour la liste de Madame Charles. Donc des propositions à faire pour le... Je me portais candidat pour les 3, c'est pour ça. Ok, bon, on a déjà les noms, entendu. Et une question, Mireille était également à la commission, ou je ne sais pas s'il s'agit de dire commission, mais élection, et du coup je ne la vois pas apparaître ici. Commission électorale, c'est pas une commission. Mais du coup, comment sa place, comment est-elle remplacée? Je regarderai, mais c'est pas une commission, je regarderai, je vous dirai. Et auquel cas, je ferai également candidat. Ok. Valérie, vous nous ferez passer le nom de la personne? Très bien, je vous remercie. Donc, point 10, Géraldine. Alors, au vu des différentes ordonnances et décrets que je vous invite à prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait, l'ordonnance du 17 février 2021 et le décret 2022-581 redéfinissent la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire des agents. Cette participation devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance pour un montant qui ne pourra pas être inférieur à 7 € par agent et par mois. Donc, le CDG de la Loire a donc souscrit une convention de participation pour le risque prévoyance auprès du groupe
Reliance SPS Interial pour une durée de 6 ans. L'employeur doit définir le montant de la participation financière accordée aux agents qui choisiront d'adhérer au contrat proposé par le groupe. Je précise que l'adhésion pour l'agent n'est pas obligatoire pour souscrire au contrat. Donc je vous propose la participation à hauteur de 10 € par agent et par mois et de souscrire à ce contrat proposé par le centre de gestion. Avez-vous des questions ? Alors, on se posait la question suivante. Alors, on se doute que suivre les directives du CDG, ça simplifie en termes de gestion, etc. Ça doit externaliser un peu la gestion. Donc, je suppose que c'est pour ça que le choix de suivre l'appel d'offres qu'a fait le CDG a été fait. Néanmoins, on se posait la question, est-ce que les mutuelles locales, on a la chance d'avoir une mutuelle qui sont siège social à Boin, par exemple, est-ce qu'elles ont été consultées pour savoir si elles avaient des tarifs similaires ou compétitif comparé à ce qu'avait réussi à obtenir le CDG avec son appel d'offres? Alors non, parce qu'on fait confiance, je pense, au CDG de la Loire et on a décidé de le suivre, en fait. Voilà, tout simplement. En fait, je vais apporter une précision. On s'est aperçu en fait, qu'il y a pas mal d'agents qui souscrivaient auprès d'assurances lambda et qu'en fait, en termes de couverture au niveau de la prévoyance, donc on est bien d'accord, c'est pas la mutuelle, c'est pas la complémentaire santé, c'est vraiment au niveau de la maladie, que ça fonctionnait pas en fait. Parce qu'il y a vraiment un format spécifique au niveau, on va dire, agents territoriaux. Et on va dire, il y en a 2 ou 3, il y a la MNT, il y en a une autre, qui ont vraiment ce format d'assurance spécifique, dont celle qui a été retenue par le CDG. Et on a consulté les autres. Par contre, on a des taux qui sont beaucoup plus élevés, donc ça coûterait beaucoup plus cher pour les agents. Ouais, c'est ça, mais pas celles qui sont en local. D'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Unanimité. Le point 11. Alors, point 11, régime indemnitaire de la filière police. Instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc, pardon. Au vu des différents décrets et autres que je vous invite à prendre connaissance au niveau du régime indemnitaire pour les agents relevant de la filière police municipale, institué en remplacement de l'existant qui date de 2015. Ce nouveau régime repose ainsi sur une nouvelle prime dénommée indemnité spéciale de fonctionnement et d'engagement, composée d'une part fixe et d'une part variable tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée selon les critères définis par l'organe délibérant. Les bénéficiaires sont le chef de police et les agents de la police municipale. La part fixe, qu'on appelle aussi IFSE, est versée tous les mois et est déterminée en appliquant au montant au traitement soumis à retenue pour pension au taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants, donc chef de police 32% et agent de police 30%. Et une part variable, la part variable, elle, donc, est versée une fois par an en fonction du budget, maximum 7 000 € pour le chef de police et 5 000 € pour l'agent. Donc cette part est aussi proratisée en fonction du temps de travail et en fonction des congés, maladie, maternité, mi-temps thérapeutique, etc. Donc à compter du 1er janvier, la délibération du 19 janvier 2015 sera donc abrogée. Donc avez-vous des questions? Non? Passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci. Dernier point pour Anouk, location de la salle, tarif, règlement, inventaire et contrat de location. Donc un contrat de location a été rédigé pour la salle des fêtes avec un inventaire précis des éléments, donc notamment de la vaisselle et de la sonorisation. Donc tous ces documents y figurent dans l'annexe de la note de synthèse et ils seront aussi remis aux locataires au moment de la remise des clés de la salle des fêtes. Le règlement a fait l'objet d'une actualisation que vous avez pu observer dans les annexes.
Et donc les tarifs doivent faire l'objet d'un vote, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une question, c'était concernant les associations dites politiques. Pour être clair, du coup, elles n'ont pas la gratuité sur la première réservation? Alors, il me semble qu'elles n'ont pas la gratuité tout court. Tout court. Et du coup, la question, elle portait vraiment sur la définition de ce terme. Et pour donner un cas, à quel moment, en fait, une réunion dans une salle des fêtes devient politique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec le terme électoral? Parce que du coup, ça nous semblait un peu compliqué de pas que ça soit pas politique. En fait, il y a des tas de réunions qui peuvent être considérées politiques, du type, pour ne pas les nommer, quand la Pige réserve la salle des fêtes pour faire une consultation locale pour l'avenir de la jeunesse. Est-ce que c'est pas politique? Est-ce que c'est le bon terme, quoi? Pour moi, non, c'est pas politique. Non, tout à fait, c'est pas politique. Oui. Et du coup, c'est là où du coup le débat nous semblait intéressant, c'est que le mot politique a bien une définition et ça veut pas dire électoral ou avec vocation de politique. Si l'avenir de la jeunesse sur le territoire n'est pas un enjeu politique, je pense qu'il y en a tout un tas d'autres qui passent à la ça peut être un enjeu politique, mais la Pige ne le fait pas. Dans un enjeu politique, c'est là toute la différence. C'était ce qui nous intéressait pas à débattre, mais à souligner que ce mot-là peut être un peu galvaudé, quoi, ou c'est pas, le sens n'est pas, c'est délicat, c'est délicat ce mot-là, je trouve. Pour rebondir là-dessus, c'est qui c'est qui décide si c'est politique ou pas? C'était l'association qui réserve la salle ou c'est la mairie qui décide si c'est politique ou pas? Par exemple, une association peut avoir des combats politiques et réserver une salle pour tout à fait autre chose. Est-ce qu'ils disent non, nous on ne se considère pas comme politique, donc on peut la réserver, ou est-ce qu'on peut leur imposer non, vous, votre association, elle est à caractère politique, donc vous devez payer les 250 €. C'est la question, qui c'est qui le décide? C'est celui qui réserve ou celui qui... Lors de la location, dans la demande de location, les personnes ou les associations qui réservent doivent noter l'objet de la soirée, de la manifestation. Donc à travers ça, déjà, on va avoir une indication sur ce qui va se passer à la salle des fêtes. Mais in fine, c'est le loueur, donc la mairie, qui va décider si c'est politique ou non. Oui. C'est ça. D'accord, non, c'est juste pour savoir. Ça... Oui. Ok. Donc c'est la mairie qui choisit ce qui est politique ou pas. C'est ça? Oui. Ok. À travers la location. Oui, dans ce cas-là, je parle pas en général, je parle dans ce cas-là. C'est pour ça que l'objet est de bien demander, justement. D'accord. Mais par exemple, si l'union locale de la CGT demande de réserver la salle pour un pot de l'amitié ou pour faire un concours de belote, ils ne payent pas ce qui a caractère politique. Ils payent juste réserver la salle comme n'importe quelle association. Je pense, notamment, l'exemple que j'ai en tête, c'est le loto de la CGT à faire. Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de politique ou est-ce que c'est considéré comme une association lambda qui fait un loto? Qui c'est qui décide? La CGT dit ne pas faire de politique, il me semble. Hein. Dans les faits, on voit tous les jours que ce n'est pas le cas. Hein. Donc, que ça puisse être considéré comme politique, je pense qu'ils font le lit de leur propre jugement qu'on peut porter sur eux. Hein. Moi, je considère que qu'un syndicat fasse un loto, c'est un outil politique. Moi, je considère que c'est quelque chose, c'est faire de la politique. J'en suis convaincu. Mais qui c'est qui le décide? Est-ce que c'est les gens qui organisent ou est-ce que c'est les gens qui louent? Pour le coup, on s'est vraiment posé la question et même en discutant entre nous, on n'a pas vraiment eu de réponse. Savoir qui c'est qui décide. Du coup, si c'est un syndicat, il payera la salle, vu que c'est gratuité pour une première utilisation au niveau des associations. Oui, mais c'est ce qu'on disait. Mais est-ce que si c'est une association qui a un but politique, est-ce qu'il doit quand même payer les 250 €, même pour la première fois? Ça avait été mis en place à l'époque parce qu'on avait une grosse poussée du Front National. Enfin, il y avait des gens extrêmement agressifs sur Boin qui cherchaient vraiment à s'implanter et à attirer du monde dans leur filet, entre guillemets. Et ils avaient tous les raffinements possibles
pour, je dirais, pour masquer leur action. Et à l'époque, on en avait très ouvertement discuté avec Lucien Moulier, qui était représentant de l'opposition. Et ça avait été décidé de mettre cette appellation-là pour pouvoir bloquer tout ce qui nous semblait avoir un but politique avoué ou non avoué. C'est bien au niveau de l'appellation, effectivement, que du coup on se permettait de faire une remarque et que le mot politique peut ou non englober trop de choses, quoi. Alors, je comprends l'interrogation. Ceci dit, moi, quand je regarde les tarifs, je vois réunion à caractère politique. C'est la réunion qui a caractère politique, pas l'association. On est d'accord. Donc, si la CGT fait un concours de belote, jusqu'à preuve du contraire, malgré que ça soit organisé par la CGT, le concours de belote, ça n'a pas un caractère politique. Par contre, et ça n'arrivera jamais, donc je vais prendre un exemple à la con, si la même CGT fait venir Zemmour pour faire un meeting à Boin, ça sera un caractère politique. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Après, s'il y a à arbitrer, savoir si telle ou telle chose est politique ou pas, le jour où on en sera là, je pense que... Le cadre, c'est pour ça qu'on se pose la question du cadre. C'est pour éviter de se poser ce genre de questions. Pour moi, le cadre, il est clair. Après, où est la limite du cadre? Oui, il y aura peut-être qu'un jour, il y aura lieu de se poser la question. Pour le moment, ça s'est jamais posé. Donc, mais je te rejoins sur le fait que on peut toujours jouer sur les mots. Et, voilà. On peut juste majorer pour le Front National, sinon. C'est une solution. Hein, ouais. Principe d'égalité, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On passe au vote ou vous avez peut-être d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Voilà, c'était le dernier point de ce conseil municipal. Je vais vous souhaiter à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Nous nous revoyons en 2025. Il est 19h46 et c'est la fin du conseil municipal. Bonne soirée à tous.